bienvenue dans ma bibliothèque et dans ce nouvel épisode d'Ocase par Case, l'émission qui analyse les planches et séquences de bande dessinée. Et afin de fêter Halloween avec un petit peu de retard, nous allons étudier aujourd'hui un extrait du manga Scary Lesson de Emi Ishikawa, Zeikyo Gakyu, la classe des hurlements en VO. C'est une série anthologique consistant de courts récits fantastico-horrifiques mettant en scène des écolières dont le niveau d'études varie du lycée au primaire et dans lesquels le graphisme très kawaii d'Ishikawa crée un contraste efficace avec les monstres angoissants qu'on y croise et surtout les sorts généralement funestes réservés à ses héroïnes dans des conclusions le plus souvent très surprenantes. C'est un peu un équivalent japonais des contes de la crypte, à la différence près que la narratrice, Yomi, est nettement plus mignonne que le gardien de la crypte. Well, see you next time, boys and girls. Et justement, nous allons voir comment Ishikawa a introduit ce personnage dans son premier récit à travers une étude au case par case. La première case représente un bâtiment scolaire de nuit, indiquant d'entrée de jeu où et quand se déroule l'action, tandis que la pleine lune et les nuages à l'arrière-plan contribuent à installer une atmosphère lugubre. La case 2 représente une salle de classe, et grâce à l'enchaînement avec la case précédente, on comprend instinctivement que l'on se trouve à l'intérieur du bâtiment. Si à première vue cette salle de classe ressemble à n'importe quelle autre, on remarque malgré tout quelques éléments inhabituels. D'abord le fait qu'elle est plongée dans l'obscurité, et deuxièmement parce que la classe est entièrement vide à l'exception de Yumi assise au dernier rang. Et on la remarque d'autant plus qu'elle est placée au centre de l'image et que les lignes de fuite de la perspective convergent vers elle. Sans parler du contraste créé par l'abondance de noir dans ses cheveux et dans sa tenue, qui la fait ressortir par rapport au décor où il y a très peu d'aplats de noir. Certains d'entre vous me font remarquer que c'est normal qu'il n'y ait aucun élève vu que c'est la nuit, et à cela je ferai remarquer que ce n'est donc pas très normal qu'il y ait quand même une élève dans cette classe. Et la troisième case nous confirme qu'il y a effectivement quelque chose de pas normal avec cet élève, avec un gros plan qui nous révèle ses yeux de chat. Vous croyez qu'elle est de la famille de Shalimar Fox dans Mutant X ? Et oui, je regarde Mutant X et je n'ai pas honte. Tandis que derrière elle, le décor a complètement disparu pour laisser place à des silhouettes fantomatiques, nous faisons ainsi réaliser que nous venons de basculer dans le monde parallèle mentionné par Yomi. Ah non, attendez, il n'a pas tout à fait disparu, il y a quand même une horloge indiquant 2h du matin, indication temporelle supplémentaire, qui sonne pour indiquer les débuts du cours et donc du récit. Vous noterez également au passage que cette troisième et dernière case de la page 1 est morcelée, comme si la réalité s'estompait pour laisser place à une autre réalité, celle du récit que nous raconte Yumi. De plus, cette horloge permet une transition avec la page suivante et le début de l'histoire dans l'histoire, puisqu'on y entend une sonnerie de début de cours, et vous noterez au passage que l'histoire et sa narration débutent toutes les deux par une image d'un bâtiment scolaire, même s'il ne s'agit pas des mêmes, l'un de nuit et l'autre de jour. L'histoire proprement dite est celle de Mio, une écolière qui trouve un jour par hasard un jeu perdu dans la rue, et se rend rapidement compte que ses actions dans le jeu se répercutent sur sa vie réelle. Au début, elle trouve évidemment ça très amusant, mais à mesure que le jeu progresse, les conséquences dans la vie réelle sont de plus en plus dangereuses pour elle. Et le récit se termine alors que Mio, espérant échapper à ce qu'elle croit être un tueur en série, mais qui est en réalité une camarade qui lui fait une blague, humour nippon, décide d'arrêter la partie, se retrouvant ainsi définitivement prisonnière du jeu. Et lorsque l'on tourne la page pour lire la suite, la première case montre l'écran du jeu s'éteindre, alors qu'on entend hurler Mio, vraisemblablement condamné ainsi à l'effacement. À la deuxième case, on s'éloigne de l'écran pour voir le jeu tenu par deux mains dont on suppose que ce sont celles de l'ami de Mio qu'on avait vu ramasser le jeu à la fin du récit, et qui est donc probablement celle qu'il a éteint. Sauf que le plan d'ensemble de la troisième case nous montre qu'on est revenu dans la salle de classe du début, et que c'est Yomi elle-même qui a éteint le jeu. Après une quatrième case où Yomi expose la morale de l'histoire, tandis qu'un flashback nous montre Mio au moment fatidique où elle a arrêté sa partie, l'avant-dernière page du récit se termine par un gros plan sur la main de Yomi s'appuyant sur son bureau tandis qu'elle se lève, et à la première case de la page suivante, nous voyons pour la première fois le bas de son corps, ou plutôt devrais-je dire, l'absence du bas de son corps. Hé hé, sa réplique prend tout son sens, n'est-ce pas, mesdemoiselles ? Et vous noterez au passage qu'Ishikawa a pensé à inclure dans son dessin la chaise sur laquelle Yomi était assise, entre guillemets, ce qui fait que même en voyant cette case hors de son contexte, on comprend que le personnage est en train de se lever de sa chaise.
La case suivante est un gros plan de Yomi se tournant vers le lecteur avec un regard mi-complice, mi-narquois. Et alors que retentit la sonnerie de la fin des cours, la dernière case du récit, tout comme la première, montre le bâtiment scolaire où elle se trouvait, mais en un peu plus éloigné, car le lecteur s'en éloigne maintenant que le récit est terminé. Au passage, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou un hommage volontaire, mais la réplique de fin ressemble beaucoup à celle du film à sketch adapté des Contes de la Crypte, justement. And now, who's next? Perhaps you? Lu et approuvé. En plus d'indiquer efficacement quelques cases où se déroule à la fois son récit et sa narration, et de soigner les transitions entre narration et histoire principale, Ishikawa réussit à surprendre ses lecteurs en révélant à la toute fin du récit la particularité physique de son héroïne, qui sera expliquée un peu plus tard dans la série, dans une histoire racontant ses origines. Cette révélation est surprenante pour 3 raisons. La première, c'est évidemment que le bas du corps de Yomi était caché au lecteur, du fait qu'elle était assise tout au long du récit. Enfin, assise... Deuxièmement, la fin de la première page nous avait déjà montré ses yeux de chat, nous faisant penser que c'était bon, qu'on avait fait le tour de toutes les particularités de ce personnage. Et enfin, après la surprise du twist de la fin du récit, le lecteur ne s'attendait pas à en avoir une autre à la fin de la narration. Cette émission est à présent terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la pouce-vériser. Encore une fois, je vous invite à jeter un œil à mes autres travaux dont vous trouverez les liens en description, et à éventuellement me soutenir financièrement sur ma page Tipeee. Joyeuse Halloween et à une prochaine planche!